Les enjeux en matière de décentralisation sont certains pour le Bénin. Plusieurs facteurs expliquent la difficile progression du processus malgré les efforts fournis. À la veille de la présidentielle 2021, nous passons les projets de société des candidats en lice en débat, notamment sur la question de la décentralisation. Et pour le faire, mon invité, Franck Kinivo, expert en gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci, c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir. Alors, partons déjà de l'importance de la décentralisation. Quelle est-il? Alors, vous savez, depuis 1960, oui, année de nos indépendances, nous avons organisé l'État de sorte que c'est le gouvernement central qui décide pour l'ensemble du territoire. Et je crois qu'à la conférence nationale, et bien avant la conférence nationale, l'évaluation de cette manière de gérer le territoire national a montré ses limites, de sorte que dans tous les pays africains, même en Europe, un peu partout, on a compris que la centralisation à outrance ne permettait pas un réel développement de tous les territoires. Du coup, à la conférence nationale, il a été recommandé que l'administration territoriale soit décentralisée, de sorte qu'on puisse avoir une organisation du pouvoir à la base, permettant donc aux communautés de pouvoir décider de leur développement. Et donc, c'est l'ensemble de ce processus de développement et de démocratisation qui donne au niveau national un développement durable et qui donne aussi l'exercice d'une vraie démocratie. Parce que si vous regardez, la démocratie béninoise aujourd'hui reste une démocratie institutionnelle. Oui. Il n'y a pas une culture de la démocratie un peu partout, parce que justement, c'est le rôle de la décentralisation de faire naître l'exercice de la démocratie dans les quartiers, dans les villages, dans les arrondissements et dans les communes, de sorte que dans un environnement plus sain, plus serein, les citoyens puissent s'exercer à la démocratie. D'abord au niveau des quartiers, où tout le monde se connaît, oui, où il y a moins d'intrigues, où il y a moins d'artifices et autres. Ensuite, au niveau arrondissement, au niveau communal, et c'est ce personnel qui vient maintenant au niveau national avec une culture ayant déjà débattu des questions du quartier, des questions de l'arrondissement. Donc, c'était pas simplement un coup de tête de la conférence de recommander la décentralisation, c'était un constat mondial et surtout africain, parce que les autres pays avaient déjà compris que sans la décentralisation, l'État n'était pas fort. C'est-à-dire, on donnait des bases. Au Bénin, on a donné 77 bases à l'État pour s'appuyer dessus. Donc, l'État met en œuvre les politiques macro et au niveau local, il y a les collectivités territoriales qui interviennent. Mais le constat au Bénin depuis 2003, où nous avons fait les élections communales et municipales, c'est que justement, il n'y a pas une volonté politique permettant aux collectivités territoriales d'assumer leurs responsabilités. Parce que l'existence même des collectivités territoriales relève de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, si un problème se pose à Tchoumi-Tchoumi, il faut que les autorités de proximité s'essayent à la résolution de ce problème-là. Maintenant, si ça les dépasse, on peut faire recours à l'État central. Parce que personne ne peut quitter Cotonou et décider à la place des citoyens de Tchoumi-Tchoumi. Donc, c'est l'idée même de la décentralisation. Mais depuis 2003, on patauge un peu justement parce que la volonté politique, elle est faible. Et l'État central, les ministères sectoriels qui exerçaient les compétences qui sont désormais transférées aux collectivités territoriales font de la résistance. Vous voyez, dans leur budget, ils prévoient toujours des ressources pour faire ce que les communes doivent faire. Alors, Franck Kinivo, le débat ainsi posé, dites-moi, vous avez sans doute parcouru les documents proposés par les candidats en lice, les duos Talon Talata, Kowe Agossa et Jimba Roupé et tout. Quelle est, selon vous, au regard de tout ce que vous venez de dire, la pertinence de leur proposition? Bon, je pense que globalement, il y a le duo
Talon Talata qui a fait beaucoup de propositions, des propositions qui sont détaillées. C'est normal, c'est eux qui sont en train de gérer l'État actuellement, donc ils ont certainement plus d'informations que les autres duos. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres duos aussi ont abordé de façon globale les thématiques pertinentes de la décentralisation. On retrouve pêle-mêle la question du transfert des compétences et des ressources, Oui. l'intercommunalité, Oui. le renforcement des capacités des acteurs communaux. Oui. On retrouve la coopération décentralisée et au niveau du duo Talon-Talata, on peut ajouter quand même quelques innovations qui, c'est vrai, si on n'a pas le contenu exact, ça peut laisser matière à débat. Alors, parlant justement du duo Talon-Talata, Patrice Talon dit avoir, ces 5 dernières années, avoir intensifié l'action de l'État central en faveur des collectivités locales. Et pour les prochaines années, il annonce un réaménagement des rôles entre élus et personnel technique et le renforcement du rôle des autorités à la base, on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est que des promesses électorales ou ça va réellement se faire? Non, je pense que sur cette question-là, oui. Il faut vraiment prendre au sérieux le président Patrice Talon parce que pendant le quinquennat qui s'achève, je crois qu'il y avait déjà eu des discussions, des fuites d'entretien où effectivement le président de la République voulait réformer un peu les collectivités territoriales pour surtout renforcer le maire. Parce que le maire aujourd'hui, il a double casquette. Il est dans un dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire il représente l'État, et il est aussi autorité locale, donc on l'appelle autorité politico-administrative, parce que dans son fonctionnement en tant qu'autorité locale, le maire, il est le président du conseil délibérant, le conseil communal ou municipal, mais en même temps, il est l'organe exécutif de la commune. C'est comme si vous prenez une entreprise, le maire est le président du conseil d'administration et il est en même temps le directeur général. Donc, il y a eu pour un temps un petit débat où l'idée c'est de dessaisir le maire de cette fonction d'ordonnateur qui lui donne, parce que être ordonnateur du budget de la commune, c'est aussi une fonction technique. Oui. Il faut apprécier les dépenses, les procédures. Aujourd'hui, le code des marchés publics fait du maire la personne responsable des marchés publics. Donc, le débat qui n'avait pas eu lieu, mais l'idée avait circulé comme quoi il fallait retirer au maire les fonctions d'ordonnateur du budget communal. Est-ce que c'est cela que le duo annonce pour le prochain quinquennat? J'avoue que en l'état des propositions, on ne peut pas comprendre, mais on peut faire le lien entre l'idée de retirer les fonctions d'ordonnateur au maire pour renforcer le maire. Et ça se fait au Rwanda, par exemple, où le maire, il est le patron politique de la commune. Donc, il préside le conseil communal ou municipal, il décide de ce qu'on doit faire et dans le cap. Et maintenant, il y a un directeur général de la commune qui peut être l'équivalent de notre secrétaire général ici, qui met en œuvre les outils administratifs pour atteindre les objectifs. Et ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on lit le projet de société du président Talon. Oui. Deuxièmement, il est question de supprimer le fonds d'appui au développement communal, FADEC, oui, et un fonds d'investissement communal. Je trouve que quand même c'est très osé comme choix politique, mais est-ce raisonné, est-ce opportun et pertinent? Et qu'en sera-t-il de ce fonds d'investissement communal? Quelle est l'innovation? Vous savez, on ne peut pas dissocier cette proposition de ce dont on parlait tantôt, parce que ce fonds-là, on avait annoncé des velléités au niveau de ce fonds pour gérer
l'ensemble des commandes d'investissement des collectivités territoriales, ce qui est quand même très rare en matière de décentralisation. Et j'ai fouillé, j'ai trouvé que au niveau de la ville de Kampala, en Ouganda, il y a eu une expérience comme ça où un fonds, une autorité a été habilité par la commune pour gérer les investissements. Mais ici, le débat de fond, c'est que on a bâti quand même la stratégie de décentralisation autour de notre FADEC, Fonds d'appui au développement des communes, qui fonctionne en qualité de guichet. C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau de FADEC, on reçoit l'argent du gouvernement, on reçoit l'argent des partenaires techniques et financiers et on distribue selon les guichets aux collectivités territoriales. On ne décide pas de faire des investissements pour les collectivités territoriales. On ne décide pas non plus d'aller chercher de l'argent sur le marché financier pour les collectivités territoriales. Mais je pense que l'idée d'un fonds d'investissement des communes, c'est d'abord pour engranger les ressources de l'État, transférer aux communes, les ressources des partenaires techniques et financiers, et aussi aller à la recherche de financement pour les collectivités territoriales. Et ça, c'est une innovation. Maintenant, comment ça va s'organiser derrière? Est-ce que la direction générale de ce fonds va se substituer aux collectivités territoriales pour gérer ces ressources, ou bien l'habilitation des collectivités territoriales va demeurer pour ce volet d'investissement? Donc, il y a une innovation, il y a des avancées, parce qu'aller sur le marché financier a toujours été un problème pour les collectivités territoriales. Paracourt, plusieurs communes ont tenté d'aller sur le marché financier, mais l'État n'a jamais donné son quitus. Donc aujourd'hui, si l'État met en place un fonds, ça veut dire deux choses. Premièrement, que la gestion des collectivités territoriales, la signature de chaque commune, on va devoir habiliter des agences pour regarder, mettre en place des normes. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'il faut gérer les collectivités territoriales comme l'État, comme des entreprises performantes, des entreprises qui gèrent le développement. Et donc, ça amène à plus de transparence, à plus de bonne gouvernance au niveau des collectivités territoriales. Nous verrons par la suite quel est le contenu réel de ce fonds, parce que les documents que j'ai lus ne donnent pas beaucoup de détails. Ne renseignent pas suffisamment. Alors, par l'état des lieux, les candidats de restaurer la confiance, je veux nommer Corentin Kowi, Irénée Agossa, estiment que le modèle actuel de décentralisation ne répond pas encore aux attentes du développement des populations à la base. Ont-ils raison, Franck? Oui, le modèle sur papier est un bon modèle. Mais dans la pratique, ce modèle-là ne peut pas conduire au développement. Ce modèle ne peut pas favoriser la mise en place d'un cadre de démocratie locale. Pourquoi? Parce que justement, il y a deux préoccupations majeures. La première préoccupation, c'est liée à la qualité de la ressource humaine au niveau des collectivités territoriales. Vous regardez le gouvernement, imaginez que à sa prise de fonction en 2016, l'on dit au président Patrice Talon, vous ne pouvez pas recruter du personnel nouveau, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de faire avec l'administration qui est là. Je suis sûr que le président de la République n'aurait pas eu les résultats qu'il a eu aujourd'hui, parce que ces résultats, en partie, sont dus à l'existence d'agences avec des compétences nouvelles. On va à la chasse des têtes au niveau du gouvernement. Alors, au niveau des collectivités, aujourd'hui, depuis, disons, 5 ans, ces collectivités, 4 ou 5 ans, ces collectivités territoriales ne peuvent plus recruter. Ces collectivités territoriales n'ont pas le personnel qu'il faut. Parce que quand on parle de la gestion d'une ville, on parle de planification urbaine, on parle de mobilisation des ressources, on parle de toute la chaîne de dépenses, on parle
de la planification du développement, on parle de la gestion du patrimoine, la maîtrise d'ouvrage, tout ça là, c'est des ressources humaines qu'il faut envoyer au niveau des collectivités territoriales. Donc, le modèle de décentralisation actuel souffre véritablement de ce problème de manque de ressources humaines de qualité au niveau des collectivités territoriales. Et c'est une aberration dans un pays où il y a des ressources humaines qui dorment au niveau de l'État. Le gouvernement central qui s'appuie sur l'administration n'utilise pas toute la ressource humaine disponible au niveau de l'administration. Donc, il faut organiser entre l'administration territoriale et l'administration centrale de l'État des passerelles pour que les profils dont les communes ont besoin, on puisse leur envoyer ça avec des motivations pour que les gens aient un intérêt à aller dans les régions les plus reculées, parce que c'est là qu'on va promouvoir le développement. Deuxième chose, Oui. les ressources qu'il faut pour animer le développement local, pour construire les équipements, les infrastructures, pour rendre les services sociaux de base, ces ressources-là, pour la grande partie, sont restées au niveau des ministères sectoriels, alors que la loi a transféré les compétences au niveau des collectivités territoriales. Donc, du coup, vous avez la compétence, mais les ressources sont encore dans les ministères. Donc, ça plombe la décentralisation, et c'est pour cela qu'il me paraît nécessaire que sur la question du transfert des ressources, que les candidats prennent la parole et nous disent à quel pourcentage des recettes budgétaires on peut s'attendre en matière de transfert. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 5% des recettes budgétaires, alors que les documents même de planification de l'État, PND, PCDD, tous ces documents au niveau national, les documents au niveau du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA préconisent 15 à 20% de transfert. Vous voyez, entre moins de 5% et 15 à 20%, il y a un fossé. Donc, il faut que l'ensemble des candidats puissent prendre des engagements clairs, fermes, pour dire, moi, si je prends le pouvoir dans un an, on serait à 10% de transfert, dans 2 ans, on serait à 15%, etc. Donc, transfert ressources humaines, transfert ressources financières, et ensuite l'organisation même des collectivités territoriales. Menée par les partis politiques, infestée par les querelles d'intérêts, les querelles politiciennes et autres, ça fait que le cadre existe, mais on transfère des pouvoirs que le maire exerce avec les citoyens, avec les forces vives de la commune. Et ça, il faut qu'on trouve l'alchimie pour que, après la présidentielle d'avril, la présidentielle du 11 avril, oui, on puisse trouver les voies et moyens pour donner aux collectivités territoriales la dynamique nécessaire pour que les forces vives se mobilisent autour des maires pour décider. Lorsque vous réunissez les gens pour décider de l'avenir du territoire, les gens sont avec vous et vous accompagnent. Ils se trouvent plus impliqués. Et donc, chaque infrastructure qui est érigée, chacun se retrouve dedans. Parce qu'on se rappelle qu'on en a discuté, qu'on a pris la décision ensemble. Donc, ça se respecte et les impôts sont mieux payés. Il y a une vie dans les territoires. Mais tel que ça se passe, où on a comme l'impression que le maire est un préfet qui décide tout seul et les populations subissent, ça ne conduira pas à la décentralisation. Monsieur Franck Kinivo, le duo Djimba-Rumpin diagnostique quant à lui la caducité des lois de la décentralisation. C'est plutôt très pertinent, mais déjà qu'il y a un manque de volonté politique, est-ce qu'il y a une réelle volonté d'établir un cadre législatif plus approprié en matière de décentralisation au Bénin? Oui, ça c'est vraiment une proposition très pertinente du duo FCBE, parce que justement, après 18 ans de pratique de cette thèse qui date de 1999,
on a remarqué qu'il y a des limites. Il y a aussi que dans tous les pays pratiquement de la sous-région, les collectivités territoriales sont dotées d'un code unique, un document unique. Ici, les lois, les décrets, c'est peut-être une vingtaine, une trentaine d'actes législatifs ou réglementaires qui sont éparpillés. Donc, il n'y a pas une lisibilité. Il n'y a pas, c'est pas facile de savoir ce que le maire doit faire dans tel cas, tel cas. Et il y a des dispositions dans la pratique qui créent trop de problèmes aux collectivités territoriales. C'est comme l'article 50, 51, 52 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin qui parle de destitution et qui ne prévoit pas de mécanisme pour que le maire puisse s'expliquer, se défendre. Donc, lorsque la majorité est mécaniquement réunie, le maire est destitué. Et ça, ce problème-là revient dans l'actualité maintenant. Oui. Je crois que c'est la commune d'avant. Bon, donc, il y a la question du rôle des maires, des adjoints au maire, parce que la loi actuelle dit que l'exécutif, c'est le maire. Elle ignore royalement les adjoints au maire, et c'est quand le maire décide de leur confier des compétences que ces adjoints-là sont actifs. Il y a la structuration du budget, la décentralisation financière. La Constitution a même prévu une loi qui va organiser l'autonomie locale pour protéger les collectivités territoriales des émissions du gouvernement central. Donc on n'a jamais pris ces lois-là. Comment organiser la démocratie locale, la participation citoyenne, la reddition des comptes. Aujourd'hui, toutes ces notions-là sont venues après les lois sur la décentralisation. Et donc on s'essaye de les pratiquer. On essaye de les pratiquer, mais il faut bien organiser la loi dans une cohérence. Avis aux députés alors. Mais ce qu'il faut dire, oui, c'est que le gouvernement a déjà mis en place un comité qui travaille déjà à l'élaboration de ces tests-là. Et l'ANCB a fait un travail de terrain où ils ont fait des forats au niveau des départements. Ils ont recueilli l'avis des praticiens même de la décentralisation et ils ont versé ça. Donc il y a un travail qui a commencé. Et c'est heureux que ce duo-là mentionne ça parce que c'est un vrai défi pour la décentralisation. Une dernière question pour finir cette émission. Monsieur Franck Kunivo, le concept du développement local dans sa perception semble parfois être limité seulement à la mise en place des infrastructures communales et d'aménagement d'espaces publics et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà et voir la chose par le regard même des communautés à la base, établir un processus qui travaille à solutionner les réels problèmes des collectivités locales, territoriales. Vous avez pleinement raison, c'est-à-dire le développement local, c'est vrai, il y a des infrastructures, il y a des équipements socio-communautaires, mais c'est organiser l'ensemble du service public local, l'ensemble du bien-être des communautés, et cela, c'est une autre perception, carrément. Il faut que cette perception intègre les forces vives de la commune, le pouvoir local. Vous savez, on parle de la chefferie traditionnelle, oui, on parle du secteur économique local, on parle de la société civile, on parle maintenant des élus communaux, municipaux, des élus locaux, on parle du maire et de toute cette architecture des collectivités territoriales. Ça, c'est, il faut voir les collectivités territoriales également, donc comme un laboratoire de développement, mais un laboratoire de démocratie. Donc les deux, la démocratie c'est quoi? C'est le processus de prise de décision. De façon simple, lorsqu'on parle de démocratie locale, c'est comment impliquer les citoyens, les forces vives de la commune dans le processus de prise de décision. Et donc, l'espace communal aujourd'hui doit être perçu aussi
comme un territoire attractif, un territoire où il y a des spécificités. Quand on vient au Bénin et on évoque ces spécificités-là, on doit vous orienter vers tel territoire, vers telle commune. Le territoire peut aller au-delà de la commune, mais le territoire commence par la commune. Et donc, à partir de ce moment, il y a aujourd'hui des agences gouvernementales qui interviennent dans les domaines de compétences des communes. On a fait ce débat, on ne va pas revenir sur ce débat-là, mais il faut trouver, et c'est là où j'ai trouvé pertinent que le duo Talon-Talata parle de l'intercommunalité. De l'intercommunalité, oui. C'est un élément important de la décentralisation pour permettre à des communes. Le Grand Nokoué, c'est tout trouvé. Il y a une agence qui s'en occupe, il y a une société qui s'en occupe, c'est bon. Mais il faut organiser la transition vers une intercommunalité où l'agence deviendra l'exécutif de l'intercommunalité, mais c'est les délégués, les conseillers de chaque commune réunis en conseil qui décident des orientations. Parce que, vous savez, si vous faites la propriété de la ville de Cotonou sans les autorités locales, ça ne sera pas durable. C'est eux qui connaissent véritablement les spécificités des quartiers, des arrondissements. C'est eux qui sont capables d'organiser les citoyens pour que la dynamique citoyenne puisse accompagner le travail d'assainissement. Donc, il faut travailler. Le gouvernement met aujourd'hui en place des infrastructures qui dépassent le budget des communes, mais il faut les organiser dans un deuxième temps en intercommunalité pour qu'il y ait transfert de technologie, transfert de savoir-faire vers les collectivités territoriales pour les capacitations à gérer ces compétences qui sont des compétences de proximité. Donc on ne peut pas imaginer que pendant 20 ans, 30 ans, ce soit une société ou une agence qui gère la propriété de Ouida alors que l'agence est basée à Cotonou. Non, mais l'État peut dire, il y a du désordre dans le secteur, je viens pour organiser les choses, pour que mon investissement massif puisse porter, et ça, c'est transitoire. C'est un programme transitoire. Maintenant, il faut mettre en place les intercommunalités, que ce soit dans le domaine de la propriété, dans le domaine de l'eau, dans le domaine même de la construction des infrastructures scolaires. Il faut faire le pont entre les collectivités territoriales parce qu'il faut inscrire chaque action du gouvernement dans la durée. Et la durée, pour les compétences qui relèvent de la vie quotidienne des citoyens, la durée, c'est au niveau des collectivités territoriales. Donc il y a un défi. Disons que nous passons comme ça, avec la présidentielle en cours, vers l'acte 2 de la décentralisation au Bénin, parce que justement, il y a une politique qui a été validée par les acteurs début mars, je crois le 12 mars dernier, à Dassa. Donc cette politique-là va inspirer un cadre législatif et réglementaire qui va donner un code général des collectivités territoriales. Et donc, on va revoir un peu la dynamique parce que si le gouvernement met des milliards au niveau macro, on peut faire des efforts sur l'économie locale. Vous imaginez, si vous prenez chacune des 77 communes, il y a du potentiel qui dort. C'est absolu. On n'a pas mis les investissements qu'il faut. On n'a pas aidé les collectivités territoriales à dynamiser ces secteurs, ces filières-là. Donc, je pense que nous devons aller à, premièrement, un service public local de qualité. Deuxièmement, un bien-être économique et social et la démocratie. C'est-à-dire, on peut tout faire avec la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec les théories qui consistent à dire que dans une vraie démocratie, on ne peut pas faire le développement. Et voilà qui fait office de mot de fin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle,
Franck Kinivo, expert en gouvernance sur les forces et faiblesses des projets de société des candidats en lice pour la présidentielle d'avril 2021. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.